C'est pas possible. Ils ont bouffé du sucre. À la conquête du monde, rien n'arrête le sucre. Ni les révolutions, ni l'abolition de l'esclavage, ni les crises. À l'aube du XXe siècle, il monte encore en puissance et lie son destin au nouvel empire, les États-Unis d'Amérique. L'impérialisme américain et la politique sucrière américaine vont de pair. Nouvelles frontières, nouvelles fortunes, nouveaux usages. Plus que jamais, le sucre fait tourner le monde. Il n'y a pas de limite à l'économie sucrière. Pour la douceur et pour le pire. Si l'histoire du sucre est liée au bouleversement des régimes alimentaires en Europe, au XVIIIe et au XIXe siècle, on peut dire qu'au XXe siècle, le moteur du changement, ce sont résolument les États-Unis. Cela commence en fait dès la fin du XIXe siècle, quand de plus en plus de gens s'installent dans les villes. Cela veut dire que l'approvisionnement alimentaire doit devenir plus efficace. Cela veut dire aussi que les gens ne cultivent plus leur propre nourriture et ne savent plus d'où elle vient. Cela représente donc pour les industriels une opportunité de produire des aliments conditionnés ou en conserve. Et cette nouvelle révolution alimentaire va véritablement mettre du sucre partout, dans tous les produits que nous achetons dans le commerce. Parce que le sucre est plutôt bon marché et que les aliments sucrés se conservent plus longtemps. Le sucre se glisse ainsi dans notre alimentation de toutes sortes de façons pernicieuses. Et je crois qu'avec l'éruption des aliments produits à la chaîne, les gens sont encore moins conscients des quantités de sucre qu'ils consomment. Dès la fin du XIXe siècle, les industriels américains innovent et exportent leurs trouvailles dans le monde entier. Fast food, ice cream, soda, c'est le nouvel âge d'or du sucre. Dès les années 1900, les sodas deviennent populaires. Et puis avec le thé et le café viennent les sucreries, les gâteaux, les chocolats, etc. Les fabricants parviennent à produire ces chocolats à grande échelle. Le sucré est désormais accepté comme faisant partie de l'existence bourgeoise. Les sucreries, qui étaient avant une sorte de récompense pour le dimanche, s'intègrent peu à peu dans les habitudes de consommation de tous les jours. Une véritable addiction. En 1800, on consommait en Europe en moyenne 9 kilos de sucre par an. En 1900, un Américain en mangeait 30 kilos par an. Dans le même temps, la population mondiale double et celle d'Amérique du Nord est multipliée par 12. C'est mathématique, la demande est dopée. Il faut du sucre, toujours plus de sucre, plus que jamais.
C'est important de rappeler que cette plantation a continué à fonctionner jusqu'en 1973. La plupart des gens ne savent pas que des personnes ont continué à vivre sur ces plantations aussi longtemps. Après la guerre civile et l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, en 1865, les planteurs de sucre de Louisiane ont craint pour leur modèle. Mais comme leurs confrères français et anglais des Caraïbes, de l'île Maurice ou de la Réunion, ils se sont adaptés. Et la prospérité du sucre est vite revenue sur les rives du Mississippi. Les affaires ne se sont pas arrêtées simplement parce que l'esclavage a pris fin. Ceux qui dirigeaient ces entreprises cherchaient toujours à gagner de l'argent. Ils ne cherchaient pas à savoir comment restructurer la société après la guerre civile. Il s'agissait plutôt de continuer à faire ce qu'ils faisaient avant, mais sans l'esclavage. Ils ont remplacé l'esclavage par le travail salarié. Ces photographies ont été prises des années après la guerre civile et l'abolition de l'esclavage. Ces travailleurs et leurs familles sont supposés libres. On leur avait promis 40 acres de terre et une mule pour recommencer leur vie. En réalité, les plantations de sucre n'ont jamais été démantelées, ni les terres distribuées. Sans d'autre choix, les anciens esclaves ont repris la machette au service des anciens maîtres. Le pouvoir des planteurs était total. Il y a eu une grève importante ici. Les planteurs ont réagi en créant leur propre milice. En 1887, lorsque le syndicat des chevaliers du travail a mobilisé 10 000 travailleurs dans la ville de Thibodaux, l'association des planteurs s'est directement impliquée dans la répression de cette grève, qui a été très violente. Le 23 novembre 1887, dans la ville de Thibodaux, 60 travailleurs du sucre noir seront en réalité abattus par la police et par les milices de planteurs qui s'organisent. Dans une lettre, une propriétaire se félicite du massacre en ces termes. Je pense que cela règle la question de savoir qui fait la loi ici, le noir ou l'homme blanc. Défense des sucriers et suprématie blanche, les deux font la paire en Louisiane. Dès 1896, la ségrégation raciale est instituée. La violence raciste est légitimée. Et sur les plantations, le travail reprend. Mais qu'importe, tant que le sucre abonde, que les raffineries tournent, que le marché prospère. Dès la fin du 19e siècle, le cœur de l'économie du sucre bat sur la côte est des États-Unis. Et si elle avait un visage, ce serait celui de cet homme, Henry Osborne Havemeyer. Il a été de ceux qui ont façonné, disons-le, l'impérialisme sucrier américain. Havemeyer, c'est le premier baron du sucre moderne. L'alter ego d'un Rockefeller pour le pétrole. En quelques années, il a racheté la plupart des raffineries américaines pour fonder un conglomérat, The American Sugar Refining Company.
Au début du XXe siècle, il raffine 98% du sucre américain. Un monopole. C'était l'un des conglomérats économiques les plus puissants des États-Unis. D'un côté, il pouvait faire pression sur les producteurs pour que les prix du sucre brut restent bas. Et de l'autre, il pouvait fixer le prix du sucre raffiné qu'il vendait aux épiciers. Ils ont pu maintenir ces prix à un niveau très élevé et ainsi augmenter leurs bénéfices. Ce fut un succès phénoménal. Le gouvernement américain a bien tenté d'interdire ce cartel, en vain. Rien n'arrête le sucre. Et sûrement pas le gouvernement des États-Unis. L'île d'Hawaï en a fait l'expérience. Amère. Tout au long du XIXe siècle, des missionnaires chrétiens américains se sont appropriés ces terres fertiles pour y cultiver la canne à sucre en mode intensif. L'île est devenue une immense plantation, avant d'être tout bonnement annexée par les États-Unis en 1898. À partir de ce moment-là, on voit réellement que l'impérialisme américain et la politique sucrière américaine vont aller de pair. 1898, l'année de toutes les conquêtes. En avril, les États-Unis déclarent la guerre à l'Espagne. Il faut rappeler que l'Espagne a perdu la majeure partie de son empire au début du XIXe siècle et que ce n'est plus qu'une puissance de seconde ou de troisième catégorie. Mais elle a conservé 3 territoires insulaires, Cuba, Porto Rico et les Philippines. Cuba est alors la colonie la plus riche du XIXe siècle. Non seulement la colonie la plus riche pour l'Espagne, mais de tous les territoires coloniaux. Le grand producteur de sucre du monde, c'est Cuba. Et son débouché, ce sont les États-Unis, qui importent l'essentiel de la production cubaine. Henry Osborne Havemeyer investit massivement à Cuba, jusqu'à contrôler, à la veille de la guerre hispano-américaine de 1898, la quasi-totalité des raffineries de l'île. Le sucre est un élément essentiel de la relation entre les États-Unis et Cuba, de l'intérêt des États-Unis pour Cuba. En août 1898, l'Espagne est vaincue, sur tous les fronts. Les Philippines sont occupées. Puerto Rico est annexée. Cuba, elle, gagne son indépendance, mais reste sous tutelle. Cuba se met à l'heure américaine et fournit aux États-Unis l'essentiel du sucre brut nécessaire à son industrie agroalimentaire. Pour faire face à la demande, les plantations se modernisent. Les conditions de travail, beaucoup moins. Les structures de l'industrie sucrière restent les mêmes. Le travail est mal payé, les hommes doivent souvent se déplacer, et avec l'immigration d'un nombre croissant d'anciens esclaves des autres îles de la Caraïbe, la rémunération reste basse. C'est ça, Cuba. Côté pile, un prolétariat du sucre, où se mêlent anciens esclaves devenus travailleurs engagés, coulis chinois, migrants européens pauvres, coupeurs de canne, haïtiens ou jamaïcains en quête d'un contrat. Côté face, une sacharocratie,
de quelques familles de planteurs créoles ou espagnols, propriétaires de centrales sucrières de dizaines de milliers d'hectares, intimement liés au pouvoir et aux intérêts américains. Quand les campagnes crient famine, la fête bat son plein dans les clubs et les casinos de la Havane. Entre le monde des plantations et celui des belles américaines, les inégalités se creusent et l'île se fracture. Il y avait dans l'est de Cuba de nombreuses terres qui avaient été illégalement confisquées aux agriculteurs cubains. Dès les années 1920, une première guérilla s'en est prise aux plantations américaines. La région est restée agitée et ce n'est pas une coïncidence si la guérilla de Fidel Castro a justement commencé dans cette partie orientale de Cuba. Son père était un grand propriétaire terrien. Lui, jeune avocat, défend les paysans sans terre et les damnés du sucre. Dès 1950, Fidel Castro défie la dictature du général Batista et prend la tête de la lutte armée. Le 1er janvier 1959, ces guérilleros rentrent dans la Havane. C'est la révolution. Machette au poing, les guajiros, les coupeurs de canne, sont mis à l'honneur. Bientôt, les usines sucrières américaines sont nationalisées. Les plantations sont collectivisées ou partagées. Les grands propriétaires s'enfuient. Mais Cuba n'en a pas fini avec le sucre. Que cortaremos la caña. No, hay mucha caña y hay que cortarla. Los imperialistas lo dudan. Pues nosotros no, porque la vamos a cortar hasta la última caña. Et si le marché américain lui est désormais fermé, blocus oblige, celui de l'Union soviétique s'ouvre en grand. Le régime mise tout sur le sucre et impose des quotas de production toujours plus ambitieux. En 1970, il vise les 10 millions de tonnes. Des quatre coins du monde, des étudiants accourent pour soutenir le régime et couper la canne. Et même quelques Yankees rebelles. La révolution marche au sucre, tant que ça dure. Dans le cas de Cuba, mais pas seulement dans ce cas-là, il a fallu défricher les forêts, abattre de nombreux arbres, cultiver la canne à sucre, une canne qui élimine progressivement les nutriments du sol, érode le sol, de sorte qu'après 40 ans, 50 ans, une bonne partie de ces sols ne produisent plus rien et ne produisent pas bien. Et beaucoup de ces sucreries seront abandonnées et déplacées ailleurs. Cuba ne produit plus de sucre. Aujourd'hui, Cuba doit importer du sucre. Une société qui s'est développée grâce à la production et à l'exportation de sucre doit aujourd'hui importer du sucre. Le sucre était le sang de Cuba. Mais une fois ces terres taries et le marché soviétique effondré, il l'a laissé exsangue. Comme s'il était impossible de se libérer du sucre quand on a été façonné, peuplé, exploité pour lui. Quel avenir après le sucre? Toutes les îles de la Caraïbe se le demandent. And it still pays. Oh, sugar? Oh, yes.
Even with higher wages and greater cost of production, it pays. Dès les années 60, les colonies à sucre britanniques accèdent à l'indépendance au sein du Commonwealth. La France, elle, conserve ses îles, désormais département d'outre-mer. Mais quoi qu'il en soit, en Jamaïque comme en Martinique, à Trinidad comme en Guadeloupe, au Guyana comme en Guyane, la réalité ne change pas. People now find these houses too big. Just my husband, myself and Mama, we don't find it any too big. My husband and I have just enough room to quarrel in, I assure you. And you can still get servants here to run a big house like this? Yes, mine never leave. Les meilleures terres sont restées aux mains des planteurs blancs, les béquets comme on les appelle en Martinique. Notre famille est arrivée ici il y a plus de 300 ans. Les Martiniquais, je les connais toujours, depuis toujours. Je les connais depuis toujours, je sais comment les manipuler. Et la machette aux ouvriers agricoles noirs, descendants des esclaves. It's hard in the field to work. It's hard in the field. Why is that? Well, because they're not paying enough money. Bob Marley disait « Nous avons été libérés pour être enchaînés dans la pauvreté ». Et ça, c'est l'une des pages les plus tristes de l'histoire de l'émancipation dans les Caraïbes. Les esclaves émancipés n'ont pas été indemnisés, comme l'ont été les propriétaires d'esclaves, pour le travail de leurs ancêtres. Des générations et des générations. Et ils n'ont pas été en mesure d'investir cet argent dans leur propre avenir. C'est ainsi que des générations de pauvreté succèdent à des générations d'esclavage. Les désavantages sont hérités au même titre que la richesse. Les désavantages s'accumulent aussi bien que le capital. Il pèse lourd, l'héritage du sucre, sur les hommes comme sur les terres. Pour sa monoculture, elles ont été concentrées, épuisées, sacrifiées, au détriment d'autres denrées ou infrastructures. Les îles ne vivent que par le sucre, dangereuse dépendance. Ce n'est pas que la consommation a baissé, au contraire. Mais dès les années 60, le sucre des Antilles devient superflu pour les métropoles européennes. La France comme l'Angleterre ont modernisé leurs agricultures en mode intensif. La culture de la betterave sucrière devient industrielle. Pourquoi importer du sucre de si loin quand on peut le produire chez soi ? C'est quand même remarquable que le premier grand lobby agricole au niveau européen soit le lobby des betteraviers et des industriels du sucre. Au sein de la communauté européenne, la politique agricole commune accélère le mouvement. Elle subventionne les agriculteurs et surtout, elle leur assure de vendre leurs betteraves à un prix garanti. Les prix garantis étaient si généreux que la surproduction s'est accélérée et s'est ensuite déversée sur le marché mondial. En conséquence, à partir des années 1950 et 1960, les prix du sucre sur le marché mondial ont baissé systématiquement. Ils étaient beaucoup trop bas pour permettre aux producteurs, notamment des Caraïbes ou de l'océan Indien, de vivre décemment. Ce dumping s'est avéré une pratique très perverse. C'est le résultat du protectionnisme et de la connivence entre les gouvernements européens et les grandes entreprises industrielles. Face à un sucre de betterave européen surprotégé, la canne des Antilles n'est plus compétitive sur le marché mondial. Alors,
De la Jamaïque à la Martinique, plantations et usines ferment. Lorsque l'économie sucrière s'effondre, les économies caribéennes cherchent d'autres moyens de générer des revenus. Elles s'orientent donc encore vers la culture de produits agricoles destinés à l'exportation. Ainsi, la banane devient une denrée que beaucoup de gens cultivent. Il s'agit de toujours satisfaire les besoins des Européens et des autres. Le tourisme devient aussi un moyen de prospérer au niveau national. Mais aucun de ces secteurs n'égale la rentabilité du sucre. Ce mois-ci, est-ce que vous avez travaillé? Ce mois-ci, ça fait environ 3 jours que je travaille. 3 jours que vous travaillez. Et vous croyez que demain, vous en trouverez? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais tout le monde, pas d'ici seulement, mais tout le monde, dans le cas pareil. Le chômage frappe dur et la jeunesse est la première touchée. Elle émigre en masse. Et c'est ainsi que les exils du sucre commencent. Cette fois, des îles vers l'Europe. Génération Bumidum. Du nom de ce bureau créé en 1963 pour envoyer en France métropolitaine les jeunes de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion. Main-d'œuvre d'appoint et bon marché, au service de la prospérité des 30 Glorieuses. Génération Windrush, qui embarque depuis la Jamaïque, Trinidad ou Saint Kitts, vers les chantiers de Londres, de Birmingham, de Manchester. Travailleurs un temps nécessaire avant de devenir indésirables. Quand viendront la crise économique et le chômage, au tournant des années 70. Il faudra alors trouver de nouveaux horizons, quitte à repartir une fois encore couper la canne. Comme ces milliers de Jamaïcains envoyés vers le nouvel Eldorado du sucre, la Floride. Les hommes sont alignés devant les représentants des entreprises ou de l'Association des maraîchers de Floride. Ils veulent voir leurs mains, les toucher pour voir s'ils ont des cales. Ils posent des questions du genre « Tu es prêt à travailler? Quel travail tu fais ?» Et il faut répondre « Travailler à la ferme, patron. » « T'es prêt à travailler 7 jours sur 7 ? » « Oui, patron. »« T'es prêt à manger du riz, du porc et tout ça ?» Je reçois cette vidéo, je commence à la regarder et je vois ces gars avec leurs mains tendues et je les vois se pencher. Je les vois, vous savez, en train de sentir leurs muscles. Et je me dis « Merde, c'est ça !» En 1989, avec 2 autres avocats, Dave Gorman s'était lancé dans une action de groupe contre les plus grands sucriers de Floride, au nom de 20 000 coupeurs de canne jamaïcains. Travailleurs migrants, payés à la tâche, bien en deçà du salaire minimum légal en vigueur aux États-Unis. Cela devait être le grand procès du sucre. Quand je regarde ça, je me dis qu'on s'est fait avoir. Ils se sont fait avoir, on s'est fait avoir. On aurait dû gagner. Ces travailleurs jamaïcains étaient recrutés légalement dans le cadre d'un programme d'immigration temporaire aux États-Unis, le programme H2. Un engagisme du XXe siècle. Jusqu'aux années 1990, l'industrie du sucre y a eu recours largement.
I am a H2 worker, coming from the island of Jamaica. I am a H2 worker, cutting cane in a Florida, working so hard in the burning sun, wondering if slavery really done. I'm working on your cane field still. Et vous tournez sur une route, et vous tournez sur une autre route, et il y a cette caserne, au milieu de nulle part, qui abrite 3000 hommes. La musique, l'eau qui goûtait du plafond, la promiscuité des hommes qui dormaient les uns à côté des autres. J'avais une vingtaine d'années à l'époque, et je n'avais jamais vu de ma vie une chose aussi proche de l'esclavage. Sometimes they put the cane price at $138 a row. The next day they drop it at $105 a row and such like. They keep on. So every time they see we cutting the cane fast, and every time we make up quick money, they drop the price lower and lower the next day. We sign a contract to work by the hour, but we don't really work by the hour. We work by the piece, the task. C'est un crime. Ils ont accepté par contrat de venir travailler pour une certaine somme d'argent. Ils n'ont pas reçu ce salaire. Ils n'ont pas eu le logement qu'ils avaient accepté par contrat. Ils n'ont pas reçu de soins médicaux. Ils n'ont rien reçu de ce qui leur avait été promis. Et pourtant, ils ont fourni tout ce que leur demandait l'industrie sucrière. Aujourd'hui, les plantations à perte de vue appartiennent toujours au même groupe, Florida Cristal. À sa tête, 2 frères d'origine cubaine, les frères Fanjul. Alfonso dit Alfie et José dit Pepe. People ask me, what do you do? What is your profession? I say farmer. And sometimes they look at me, farmer, you know, that's what I am. I've done everything in a farm. Un destin comme l'Amérique les aime. Celui de 2 self-made men, devenus milliardaires après avoir fui les communistes de Cuba en 1959. Rejetons d'une lignée de grands sucriers, ils ont rebâti en 30 ans un véritable empire, Florida Cristal, avant de s'associer pour former un nouveau géant, ASR, American Sugar Refining. Clin d'œil à l'histoire, c'était le nom du trust de Henry Osborne Havemeyer, le premier des barons du sucre. Ce groupe a également racheté des parts importantes de l'ancien empire de Henry Havemeyer. C'est aujourd'hui le plus grand conglomérat sucrier au monde, tant pour le raffinage que pour la production et la commercialisation du sucre. Une vraie success story. Largement subventionnée par les finances publiques américaines. En vertu de la législation américaine, l'industrie sucrière bénéficie d'un programme plus favorable que n'importe quelle autre industrie agricole. Pour en bénéficier, les autres producteurs seraient prêts à tout. Each of us uses about 100 pounds a year, not just as a sweetener, but as an essential ingredient in many wholesome foods. Après la révolution cubaine en 1960-1961, les États-Unis ont voulu devenir autosuffisants et ne plus dépendre du sucre étranger. Pour augmenter leur production, ils n'ont pas imposé de droits de douane. Ils ont mis en place des prix garantis. En d'autres termes, si vous produisez du sucre aux États-Unis, le gouvernement fixera un prix. Et si vous ne pouvez pas vendre votre sucre à ce prix, le gouvernement américain vous l'achètera. Ce prix garantit un bénéfice chaque année. Vous ne perdrez jamais d'argent avec la canne à sucre.
Tout comme l'Europe, les États-Unis protègent leurs producteurs de sucre et leur marché. Et depuis les années 60, les frères Fanjul se sont assurés que cela ne changerait jamais. Les Fanjul ont fait preuve d'une sacrée intelligence politique, en décidant que l'un d'entre eux serait un grand donateur du Parti démocrate et l'autre des républicains. De quoi garantir leur impunité? En 1992, pourtant, une juge avait osé statuer en faveur des travailleurs contre les sucriers. Condamnés à payer 51 millions de dollars d'arriérés de salaire et d'indemnités. On se faisait des blagues en se racontant comment on irait en Jamaïque pour distribuer l'argent. Et puis ils ont fait appel. Et la Cour d'appel a renversé la décision. Elle a décidé que le contrat de travail était ambigu. Depuis 45 ans, j'ai défendu plus de travailleurs agricoles que n'importe quel avocat de ce pays. J'ai gagné plus de procès que n'importe quel avocat de ce pays. Mais celui-là nous a échappé. Ils ne voulaient pas payer les indemnités, mais ils étaient prêts à payer leurs avocats, qui ont joué et gagné. Mais je ne m'attendais pas non plus à ce que cela dure 30 ans. Et je ne m'attendais pas à ce que cela me coûte autant. Je n'ai pas pu épargner pour ma retraite. Mais c'est mon choix. Personne ne m'a forcé à le faire. J'ai fait le choix de continuer autant que j'ai pu, parce que franchement, je pensais que c'était la seule façon de gagner. Et je pense toujours que nous aurions dû gagner, mais la vie est ainsi faite. Les Fanjul ont gagné, sur tous les plans. Après le procès, les progrès de la mécanisation leur ont permis de remplacer sur leurs plantations de Floride les coupeurs par des tracteurs. Désormais plus rentables et surtout moins exigeants. Et leur empire s'est déployé. Depuis 1984, ils opèrent en République dominicaine, à 2 heures de vol de Miami. La centrale Romana, le premier producteur de sucre du pays, fait partie de leur groupe ASR. Ici, les travailleurs migrants haïtiens, payés à la coupe, coûtent toujours moins cher que des machines. L'entreprise Central Romana dépend de Florida Crystal, l'empire des frères Fanjul aux États-Unis. Et cet empire s'est développé ici, dans la province d'El Ceibo, en volant la terre aux paysans. Comme ce terrain communal, où des familles sans abri avaient trouvé refuge. Hélas pour eux, en marge d'une plantation de la Central Romana. En 2016, la nuit du 26 janvier, à 3 heures du matin, des gardes privés de la Central Romana ont débarqué et ont démoli plus de 80 maisons. Quand le toit est tombé, un clou a traversé le pied de mon enfant. Je n'aime pas mon souvenir. Ça me fait me sentir mal.
Ils ont juste fait ça parce qu'ils avaient de l'autre côté un champ de canne à sucre. Ils ont encerclé El Seibo avec de la canne à sucre et des pâturages. Plus de 70% des terres de El Seibo appartiennent à la centrale Romana. On ne sait pas comment ils les ont obtenues. Les paysans ne pouvaient pas présenter de documents car personne n'en avait. Toutes les terres étaient communales. Elles ont été obtenues par la compagnie au prix de nombreuses violations de la dignité, en détruisant les maisons des familles dominicaines. Nous avons sollicité les autorités, le syndicat, le maire, le gouverneur. Ce qui nous a indignés, c'est que cela s'est produit plusieurs fois ici, à El Seibo, sans que personne n'ose le dénoncer. Parce que la centrale Romana, c'est le pouvoir. C'est plus que le président. Quand on est allé voir le gouverneur, il nous a dit qu'il ne pourrait pas intervenir, parce qu'il serait destitué en 2 minutes. En 2022, une enquête de l'administration américaine a confirmé les abus commis par la centrale Romana en République dominicaine. L'importation de son sucre aux États-Unis a été interdite. Une décision contestée par les Fanjoul est finalement annulée en mars 2025, juste après l'élection de Donald Trump. Pepe Fanjoul faisait partie de ses plus importants donateurs. Au cours des siècles passés, la concentration des plantations et de toutes les formes de production sucrière s'est énormément accentuée. Aujourd'hui, 7 ou 8 très grands conglomérats sucriers dans le monde sont aux commandes et ils ont un excellent accès au gouvernement. En Europe, par exemple, vous avez Südzucker en Allemagne, Tereos en France, Tate & Lyle en Angleterre et bien sûr les Fanjoul en Floride. Sans oublier les groupes Cosan et Raizen au Brésil. Depuis le XVIe siècle, c'est toujours le pays du sucre. Premier producteur et exportateur du monde. Il invente le futur. Somos o agro que impulsiona. La crise pétrolière internationale a fait prendre conscience au Brésil qu'il était trop dépendant des énergies fossiles. On a alors, avec de l'argent public, encouragé la production d'alcool ici au Brésil. Quand le prix du pétrole a quadruplé en 1973, précipitant le monde dans la crise, le Brésil a dégainé son sucre. Adopté en 1975, le plan pro-alcool mise tout sur le bioéthanol. Depuis, le pays carbure à se dériver de l'alcool de canne qui promet de détrôner le pétrole et de décarboner la croissance. Et si finalement le sucre allait sauver la planète et l'humanité? La planète traverse une crise climatique sans précédent dans l'histoire. Et le Brésil a un rôle très important à jouer. Le Brésil se vend comme un pays d'avant-garde qui va contribuer à changer radicalement le modèle de production. Neste momento, o presidente da República sanciona o Programa Nacional de Diesel Verde e de incentivo ao biometano. Quero deixar a presidenta da República outra vez, com esse país crescendo, com esse país respeitado no mundo inteiro, com esse país invejado pelo mundo inteiro, pela nossa capacidade de fazer essa revolução energética que nós estamos fazendo. Cette révolution énergétique se joue ici,
dans l'État de Sao Paulo, le plus riche du Brésil. Un bastion de l'agro-industrie. Il assure à lui seul 14% de la production mondiale de sucre. 6 millions d'hectares y sont consacrés, dont la moitié rien que pour l'éthanol. Les terres sont concentrées. La coupe, comme en Floride, est désormais entièrement mécanisée. Lorsque l'éthanol est apparu, les industriels ont reçu un soutien important pour la mécanisation. Aujourd'hui, une machine remplace environ 80 à 110 hommes. C'est mieux que la coupe manuelle. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que la façon dont les travailleurs sont traités aujourd'hui est destructrice. Même de pointe, l'industrie du sucre n'ouvre pas ses portes. Il faut savoir les forcer pour constater les conditions de travail dans les usines ou sur les plantations. Et depuis 50 ans, Carlita da Costa ne lâche rien. La chance pour les travailleurs, c'est que maintenant les machines ont toute la clim, avec des cabines fermées. Si c'était comme avant, tu te souviens, quand tout était ouvert, on ne tiendrait pas. Avec toute cette poussière, ce soleil. Les employés ne travaillent pas dans de bonnes conditions. Je peux vous dire avec certitude que les travailleurs dans ces machines ne peuvent pas tenir plus de 12 ou 15 ans. Il suffit de faire des recherches. Ces travailleurs dans les machines peuvent à peine s'arrêter pour déjeuner ou pour leurs besoins physiologiques. La grande richesse de notre pays est entre les mains des travailleurs agricoles. Et qui est le travailleur le plus oublié de la société? Le travailleur agricole. Quel est le travailleur le plus dévalorisé? Le travailleur agricole. Ici, aujourd'hui, on a beaucoup avancé, beaucoup. Mais tout ce que vous voyez, c'est le résultat d'une lutte. Si le sucre est si bon pour le Brésil, si l'éthanol et le sucre sont les produits phares de notre pays, alors améliorer les choses et traiter ces personnes avec la dignité qu'elles méritent. Si vous comparez réellement la pollution provenant des voitures, elle est bien moindre si vous brûlez de l'éthanol plutôt qu'un litre d'essence ou de diesel. La pollution atmosphérique est bien moindre. Mais dans cette comptabilité, il faut tenir compte de la dégradation des sols, de l'exploitation de la main-d'œuvre, de la déforestation, des rivières polluées, de l'eau polluée, de la mortalité de la faune et de la flore en général. Sans compter les effets de la sécheresse, aggravés par la monoculture et la déforestation. En 2024, des feux d'origine accidentelle ou criminelle ont dévasté les plantations de l'État de Sao Paulo, des dizaines de milliers d'hectares, en fumant la moitié du Brésil. Néanmoins, le marché a tenu bon. Les perspectives sont optimistes. La croissance continue. Il n'y a pas de limite à l'économie sucrière. Elle veut tout dégrader et détruire autour d'elle.
En Floride aussi, le sucre flambe. Dans la région de Mug City, au cœur des plantations des frères Fanjoul, les feux sévissent chaque année, sans faillir, d'octobre à mai. Toute la région de Mug City est étouffée par la fumée et les cendres, qui tombent et brûlent 8 mois par an. 8 mois par an. Et les produits chimiques dans l'air. Et nos taux de cancer ont augmenté. Une étude a révélé que les feux causent jusqu'à 6 morts par an. C'est l'enfer ici. C'est littéralement l'enfer dans la communauté. Mais contrairement au Brésil, ce n'est pas une catastrophe naturelle, ni un accident. Car sur ces plantations ultramodernes et entièrement mécanisées, une pratique archaïque a subsisté afin de faciliter la récolte. Pour éliminer les feuilles sèches, les plants de canne sont brûlés sur des milliers d'hectares. Comme une neige noire, les cendres retombent alentour, et sur certains plus que d'autres. Une législation stipule que lorsque le vent souffle vers l'est, il est interdit de brûler. Mais lorsqu'il souffle vers l'ouest, vers notre belle communauté de Mug City, on peut brûler. Vers l'est, c'est Palm Beach, le fief des Fanjoul, et aussi de Donald Trump. Vers l'ouest, c'est Mug City, et les villes ouvrières de Belglade, Clewiston, Pahokee. Et je crois et je sais que c'est à cause du racisme environnemental. Ils ne voient pas que mon peuple en vaut la peine. Nous sommes, je dirais, au moins 60 ou 70% d'Afro-Américains, ou Jamaïcains, Haïtiens, mais nous sommes tous noirs. C'est une honte, sachant que nous sommes la ville la plus pauvre du comté. Comment est-ce possible quand une entreprise multimilliardaire brûle directement sur nous? Nous étouffons à cause de tant de choses. Le racisme environnemental avec les feux de canne à sucre, mais aussi notre économie. J'envoie un message très fort à notre industrie. Laissez-nous respirer. Cinq siècles que ça dure. 5 siècles que le sucre soumet les terres et les êtres sur tous les continents. Le sucre a laissé un héritage à notre société. Un héritage de racisme, de surconsommation et aussi d'un traitement négligent de la nature. Héritage de l'esclavage, déplacement de population, travail forcé, désastre environnemental et sanitaire. Tel est le prix amer de notre addiction collective à sa douceur.